Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, la délégation interministérielle part à la rencontre du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte. L'occasion d'évoquer ce qui va être fait dans plusieurs domaines tels que l'économie, l'immigration ou encore le social. À travers le 16e, des représentants de la société civile ont pu se projeter sur l'avenir du territoire grâce notamment à l'intervention de Nicolas Clouet, inspecteur de l'administration de première classe. À moins de 3 semaines de l'annonce du plan pour Mayotte, le 16e y voit désormais plus clair quant aux mesures qui vont voir le jour dans les prochaines semaines. Le point dans ce sujet, signé Abbas Alidi, Amina Hariti et Leslie Vimenet. Pour le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, cette rencontre était primordiale. Avec les différents acteurs qui se sont joints à lui, notamment ceux qui ont mené de front le mouvement de grève générale, il a cherché à y voir plus clair sur les annonces faites récemment par le gouvernement. Il était pour nous, Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, de pouvoir rencontrer la mission pour, avoir une explication de texte sur un certain nombre d'aspects qui ont été déjà annoncés, mais aussi interroger la mission sur d'autres aspects qui n'apparaissaient pas très clairs. Une séance qui a ainsi permis de mieux comprendre la portée d'un certain nombre d'éléments, notamment la plateforme d'expertise technique et ce qu'elle est à même d'apporter au territoire. Autre point, et non des moindres, qui aura été au cœur des échanges, la question de l'immigration clandestine et plus particulièrement à travers ce que peut ressentir la population. J'ai été saisi par une des questions d'un de nos membres qui rappelait effectivement que le sentiment que la population, certaines personnes qui ont de bonne foi pendant longtemps essayé d'aider certaines personnes et aujourd'hui qui se retrouvent dans la situation où ils doivent se débarrasser de leurs invités qu'ils avaient accueillis de manière très humanitaire mais qui ont peur, qui ne savent plus comment faire. Donc on a des dilemmes qui se jouent dans les villages, à savoir vous avez des gens sans papier chez vous, comment vous faire pour vous séparer d'eux tout en ne risquant pas d'être sanctionné. Une question préoccupante donc et qu'il sera possible de poser à celui qui sera désormais en charge des sujets touchant à l'immigration clandestine à Mayotte. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine et afin que ce sujet prenne une importance majeure et soit compris par l'ensemble des Mahoraises et des Mahorais, un sous-préfet chargé de la lutte contre l'immigration clandestine a été nommé ce jour au journal officiel, preuve que l'État a pris très rapidement en main cet aspect des choses qui préoccupe au premier chef les Mahoraises et les Mahorais. Maintenant que cette annonce a été faite, reste à savoir si cela suffira à convaincre. En effet, jusqu'à maintenant, de nombreux doutes avaient été émis concernant les engagements de l'État. Mais une chose est sûre, c'est que le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte compte bien peser de tout son poids dans la balance et faire que les Mahorais obtiennent satisfaction à leurs revendications. Immigration maintenant. La semaine dernière, le projet de loi Immigration maîtrisée et asile effectif a été examiné à l'Assemblée nationale. Le député Mansour Kamardine a déposé plusieurs amendements co-signés par la députée Ramlati Ali et des députés de tous bords politiques. Néanmoins, ces amendements n'ont pas eu l'approbation de la majorité parlementaire. Mansour Kamardine a alors parlé de trahison de la part du gouvernement, le Premier ministre ayant assuré qu'il soutiendrait les amendements qui le méritaient. Néanmoins, la loi doit encore passer au Sénat, tandis que le sénateur Tani entend déposer un projet de loi sur le droit du sol à Mayotte. Avec cette loi, un enfant dont aucun des parents n'est en situation régulière sur le territoire ne pourra obtenir la nationalité française. Écoutons le député Kamardine qui donne son avis sur ce projet. Ce qui m'intéresse, c'est que la situation ne soit pas laissée en l'état. Quelle que soit la personne qui apportera la réponse, je l'adopterai et si ce projet voit le jour naturellement au Sénat, puisqu'il serait porté par un sénateur, ici en l'occurrence le sénateur Tani Mohamed, je le voterai en 2 mains lorsqu'il viendra à l'Assemblée nationale. Vous voterez la loi Tani? Je voterai la loi Tani. Il n'y a aucune difficulté. Il n'y a aucune difficulté parce qu'encore une fois, je ne réclame pas des royalties. La seule exigence qui m'habite, c'est que les situations ne peuvent pas
être laissé en l'état. Il faut que les choses bougent. Il faut que les choses bougent. Et donc, nous allons nous mobiliser aussi au Sénat à faire en sorte pour que, effectivement, le gouvernement entende la colère, la détresse, la préoccupation des Mahorais, parce que les Mahorais ne supportent pas de savoir que à échéance de 5 ans, les amis, 5 ans, à échéance de 5 ans, ils ne seront plus chez eux. Déjà, ils ne le sont plus, mais encore plus grave. Parce que dans 5 ans, les amis, les projections de vice-rectorat, soit 90% de nos élèves effectifs dans les classes seront d'enfants issus de l'immigration. Santé dans votre 19h. Mardi, le secrétaire général de la CGTMA au CHM a été acquitté suite à des accusations de violence sur l'une de ses collègues. 6 mois après une grève qui aura révélé des tensions très vives au sein de l'hôpital, ce matin, Abdou Maoulida était sur notre plateau pour revenir sur cette affaire. Très marqué par ce procès qui lui a été fait, il a mis en avant le combat mené depuis des années par les syndicalistes du CHM. Selon lui, le burn-out dénoncé est à l'origine de cette affaire qui visait à salir les grévistes pour discréditer leur mouvement. Le point dans ce sujet, signé Leslie Vimenet. Depuis le 8 novembre dernier, Abdou Maoulida vit au rythme de l'affaire qu'il a menée devant la barre du tribunal de grande instance de Mamoudzou. Accusé d'avoir poussé l'une des cadres du CHM, le syndicaliste a été acquitté par la justice. Loin d'être un soulagement, pour lui cette affaire en dit long sur le climat qui règne au CHM. Aujourd'hui, une personne, qu'on le veuille ou non, est tombée. Cette personne-là s'est blessée. Et aujourd'hui, si on cherche un bouc émissaire, c'est que tout simplement ceux qui cherchent à me faire tomber sont déjà plus bas que moi. D'accord? Ça, c'est déjà mauvais d'une. Et la personne tombée, de chercher à lui faire croire autre chose ou de chercher à manipuler encore la situation pour tout simplement tuer notre mouvement de grève ou tuer Maoulida qui défend les agents du CHM avec ses collègues dans l'intersyndical, je trouve vraiment malheureux qu'on en arrive là et je trouve ça surtout dégueulasse. Avant d'en arriver à cette grève du mois de novembre, plusieurs mouvements ont vu le jour ces dernières années. À chaque fois, les revendications tournent autour de la surcharge de travail pour des agents qui, selon le syndicaliste, accumulent les heures supplémentaires. Les agents sont épuisés, les agents sont fatigués, les agents sont tirés, mais vraiment à des heures supplémentaires auxquelles on les... Vous comprenez? Quand il y en a un qui tombe malade, l'autre revient, mais quand il revient, il fait son boulot et celui de l'autre. Donc pourquoi aujourd'hui aller chercher un coupable au nom de Maoulida au lieu de chercher une solution au problème? C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que le vrai coupable, c'est pas justement le burn-out? Justement, mais ça, c'était pas ça qu'ils voulaient voir. Ils voulaient tout simplement à la sortie avoir leur médaille, avoir leur grade, parce que j'ai même des frères et des sœurs mahoraises qui sont haut gradés et qui ont peur de dire les choses. Excédé, Abdou Maoulida s'en prend aujourd'hui à ceux qui se complaisent dans l'immobilisme. Selon lui, le meilleur exemple est à chercher dans les différents scrutins à Mayotte. Ce qui me fait vraiment de la peine dans cette île, je ne vais pas m'en prendre aux élus, je vais m'en prendre à nous tous. Parce qu'on est tous coupables. Vote pour mon oncle, vote pour mon ami, on ne sait même pas s'il a le bagage ou pas. Et à partir de là, quand je te dis, ben, ton ami ou ton frère ne fait pas le travail correctement, on commence à se disputer, toi et moi. D'accord? Donc on n'avancera jamais. On passera même pour des racistes dans cette île, parce qu'on a tendance à éjecter, excusez-moi du terme, les mouzungus qui se positionnent justement pour être élus, tout simplement parce qu'on est toujours dans le copinage, toujours dans le bricolage et toujours dans les mêmes bêtises. En attendant une éventuelle procédure en appel, le plan qui sera annoncé mi-mai par la ministre des Outre-mer devra répondre aux problématiques que connaît le CHM depuis des années, sans quoi les tensions risquent à nouveau de refaire surface à la moindre étincelle. Le 27 avril 1848, le gouvernement provisoire de la Deuxième République a aboli l'esclavage par le biais d'un décret. Quelques mois plus tard, le 9 décembre, un décret propre à Mayotte a été signé par le roi Louis-Philippe. Insa de Nkizidjou, historien et chercheur indépendant, a étudié l'histoire locale. Spécialiste de cette période, il tient à faire connaître ce pan d'histoire et de mettre fin au débat quant à l'existence ou non d'esclaves à Mayotte. Selon lui, avant l'arrivée de la France, les sultans malgaches ont profité de la traite des hommes pour s'enrichir. Au sein de l'île, un système esclavagiste avait cours. Des hommes étaient par ailleurs vendus et envoyés dans des pays du Moyen-Orient, du Golfe Persique, à Maurice ou encore à La Réunion. Après 1848, la situation a évolué, comme nous l'explique cet historien, lors de la matinale de Kwesi. La France a
a aboli l'esclavage Ouais. en conditionnant un engagement de 5 ans obligatoire pour les affranchis. Donc, ce qui a eu Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les gens qu'on a libérés auparavant sont obligés de s'engager pour une durée de 5 années au profit du gouvernement local. D'accord. Donc, les esclaves avaient bien compris qu'il n'y avait finalement pas de différence entre l'esclavage perpétuel des Arabes et l'esclavage qui vient d'être instauré par la France. Donc, il y avait cette différence-là que les affranchis avaient déjà saisie et avaient refusé de contracter pour le gouvernement, encore moins de travailler pour leurs anciens maîtres. Donc ils voulaient la liberté totale. Donc pour cela, ils se sont révoltés en séquestrant les denrées alimentaires qui étaient sur les champs des anciens esclaves, des anciens maîtres. Et puis ils ont menacé en disant que si jamais le gouvernement ou les notables se mettaient à vouloir les réprimer, ils allaient mettre le feu à toutes les denrées alimentaires. A noter que cet historien donnera une conférence ce samedi en Petite Terre à l'occasion d'un samedi du Mouma consacré à l'abolition de l'esclavage. En attendant, il est l'heure de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 26 avril. La semaine passée, l'électricité de Mayotte a coupé le courant dans un quartier du village de Trévani. Dans le cadre de la poursuite de la lutte contre le risque électrique et la rétrocession d'énergie, hier la société a mené une nouvelle opération dans le village de Hamouro. Cette action visait à sécuriser environ 50 foyers alimentés sans aucun respect des conditions élémentaires de sécurité. EDM explique ainsi que la rétrocession d'énergie est dangereuse et peut mettre en péril la vie des personnes. Elle peut engendrer des incendies, des brûlures ou encore des électrocutions, pour ne citer que les principaux risques. La société ajoute, je cite, que la rétrocession est illégale et punie par la loi. Toute rétrocession d'énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit. En plus des risques sécuritaires, les rétrocédeurs et les fraudeurs peuvent encourir une peine d'emprisonnement de 3 années et une amende de 45 000 €. Hier, le SNUPPFSU Mayotte a rencontré Pierre Luciana, l'inspecteur général de l'administration et de l'éducation nationale et de la recherche. Suite aux déclarations du Premier ministre, pour le syndicat, le cadre général doit être le droit commun, le code de l'éducation nationale, et le gouvernement doit aller plus loin que la déconcentration et la décentralisation. Pour le reste, le syndicat détaille certaines annonces qui permettent d'y voir plus clair sur les mesures à venir dans le domaine de l'éducation. Concernant la mise en place d'un rectorat de plein exercice, l'objectif est de rendre l'académie effective en 2 ans maximum. Un fonds de 1,5 million d'euros est déjà prévu pour les locaux du rectorat. En matière de construction scolaire, le ministre a acté un plan de 79,5 millions par an sur 5 ans pour le second degré, soit un collège tous les 2 ans et 2 lycées tous les 3 ans. Néanmoins, en ce qui concerne la REP+, la reprise de l'AGS ou encore l'attractivité, le syndicat est loin d'être satisfait. Il assure ainsi que d'autres mobilisations seront encore nécessaires. Au mois de mars dernier, l'Académa a été retenue parmi 24 territoires pour une mise en œuvre accélérée du plan Logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme durant la période 2018-2022. Selon la communauté de communes Mamoudzou Dembéni, ce plan propose une réforme structurelle et ambitieuse de l'accès au logement pour les personnes sans domicile. Plusieurs axes sont ainsi en étude afin d'augmenter l'offre de relogement au sein de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou. Il s'agit d'améliorer la connaissance des publics sans domicile et renforcer les dispositifs de la veille sociale, produire et mobiliser plus de logements abordables, favoriser le maintien dans le logement du public vulnérable ou encore éviter les ruptures de l'hébergement pour certains types de publics. Durant cette année 2018, l'État compte consacrer 8 millions d'euros à l'ingénierie, auxquels s'ajoutent les 8 millions apportés chaque année par l'Agence nationale de l'habitat. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesie.fr. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain 6 h avec toute l'équipe de la matinale.